Le 24 novembre, il réunit dans son bureau, il était encore en production dans le bureau, réunit dans ce bureau les principaux hommes d'affaires de Paris, enfin les principales maisons de négoce et de banque de Paris, et il leur demande, parce que les finances sont basses, il leur demande un emprunt de 12 minutes, c'est pas grand-chose, 12 minutes. Il s'aperçoit que ces financiers qu'il a autour de lui lèvent les sourcils, on fait comment on demande de l'argent, c'est l'État qui demande de l'argent, mais il y a mal d'autres, enfin, on ne vous a pas. Mais où vous êtes pour nous emprunter de l'argent? Vous êtes là pour nous permettre de faire de l'argent. Alors en principe, ils vont dire, mais oui, on va vous les donner, vos 12 millions. En réalité, ils en prêteront 3, savez-vous quoi l'intérêt? À 20 et 24%. 20 et 24%. Donc rien à faire du côté des banquiers tant qu'on ne leur a pas donné satisfaction. Le 6 février 1800, Bonaparte va voir ce qui l'attend. C'est une date, vous savez, le 6 février 1800. C'est la date pratiquement de la création de la Banque de France. Et dès que j'ai mis ce mot, enfin, Banque de France, il faut que nous-mêmes nous soyons convenablement impressionnés et que nous prenions une attitude intérieure révérentielle. Il y a un monsieur, Gabriel Rameau, qui en 1929 a publié chez Grasset un ouvrage de luxe, vraisemblablement payé par la Banque de France, une histoire de la Banque de France, un in-quarto de luxe. Et vous y lisez, la création de la Banque de France doit être mise au nombre des institutions fondamentales du prodigieux empire napoléonien. Alors, il faut bien que nous regardions ensemble que c'est que la Banque de France. Le 6 février, M. Père de Courzenel s'amène avec un plan. Tout écrit, là, on va lire une déclaration à Bonaparte, et voici les termes principaux de cette déclaration. À celui qui a contribué si puissamment à nous rendre, et avec tant d'éclat, les caractères d'une nation guerrière, vous voyez, côté finance, on n'est pas tellement pacifique. Il appartient de faire connaître que notre nation, ça c'est joli de la part de Justice Pergois, que notre nation était aussi appelée à se faire admirer et respecter par les effets d'une bonne économie politique. Libre par sa création, qui n'appartient qu'à des particuliers. La banque que je propose de créer, écoutez bien, ne négociera avec le gouvernement que lorsqu'elle y rencontrera ses convenances et le complément de ses sûretés. Néanmoins, cette banque s'appellera la Banque de France, mais elle ne sera à aucun degré une banque gouvernementale. Elle sollicite du premier consul la promulgation d'une loi qui, sans peut-être paraître s'occuper limitativement de notre établissement, consolidera son existence. Est-ce que vous avez compris? C'est une entreprise strictement privée. C'est un groupe d'hommes d'affaires qui vient demander à Bonaparte, parce qu'il est le chef de la France, le droit de mettre une étiquette fallacieuse sur notre maison. On mettra Banque de France pour faire croire à la clientèle c'est une banque au service de la France, alors que ça sera simplement leurs intérêts privés, et qu'on ira Banque de France, vraisemblablement les capitaux affluents. C'est le 6 que Père Gaulle fait cette proposition à Cécile et Bonaparte. Le 13 février, Bonaparte acquiesce. Et même, il fait savoir à Pergaud qu'il n'y en a crainte, parce que Pergaud a toujours peur que le gouvernement s'immisce dans cette banque de France. Toute intervention du gouvernement dans l'administration de la banque pourrait devenir pour elle une cause de discrédit, a dit très gentiment Pergaud. Vous voyez la manœuvre, on déclare toujours que l'étatisme est épouvantable, et il faut à aucun degré que la banque paraisse une banque d'État. Seulement, en même temps, on s'adresse assez discrètement à l'État pour lui demander non seulement sa garantie, mais même son argent, comme vous allez voir. Le 25 février, c'est Bonaparte qui écrit une lettre extrêmement gentille à Lecouteux. Lecouteux, lui, au moment, c'est un Français, qui était du conseil d'administration de la banque, en fait, l'établissement allait se constituer sous le titre trompeur de Banque de France, et il écrit, c'était du 25 février, votre établissement ne saurait douter de la bienveillance du gouvernement. Il va prouver la bienveillance du gouvernement. 1. À l'égard de cette banque, établissement privé, il va charger cette banque privée de payer les dettes de l'État et les pensions, les rentes et les pensions. Un d'État, ça sera fait pas gratuitement, vous pensez bien, pendant sa commission, mais ce sera cette Banque de France, c'est là où on ira payer, retirer ces coupons. Un. Deuxièmement, Bonaparte a établi pour le système des impôts quelque chose d'assez particulier, que les livres disent peu, et que je tiens à vous dire avec précision,
il a créé des receveurs généraux qui sont en somme des gens qui prennent la suite des fermiers généraux de l'Ancien Régime. Ces receveurs généraux sont des gens qui vont collecter des impôts et qui, pour s'y retrouver, auront le droit de conserver par devers eux pendant un certain délai des capitaux qui vont faire entrer comme ça en faisant payer des gens. Ils vont avoir à leur disposition cet argent pendant 6 mois, 8 mois, 1 an, de quoi le faire fructifier. Mais comme, bien entendu, ces receveurs généraux doivent donner des garanties à l'État, ils donnent un cautionnement. Avant de faire les perceptions d'impôts, ils versent à l'État des cautionnements considérables, qui se tournent à des quantités de millions. Eh bien, Bonaparte accepte de confier à la Banque de France la plupart des cautionnements des receveurs généraux. C'est-à-dire que l'argent de l'État, l'argent versé par les receveurs généraux à l'État, cet argent, Bonaparte le remet pour le faire fructifier personnellement à la Banque de France. Et troisièmement, en 1803, nous sommes qu'en 1800, mais je tenais à vous dire maintenant, en 1803, Bonaparte acceptera que cette banque soit privilégiée au point qu'elle sera seule habilitée à faire du papier-monnaie. Et qu'il n'y aura pas de garantie de l'État. À savoir que s'il y a un contrefacteur, il sera puni par l'État. Les galères, disait Bonaparte, non, ça ne suffit pas à dire à Pergaud la peine de mort. D'accord, d'accord. Le gouvernement, l'État français, au service de cette banque d'intérêt privé, décide que sera puni de mort le contrefacteur du papier-monnaie de la banque. Il y a un personnage dont je vous parlerai plusieurs fois, qui a écrit les mémoires d'un extrême intérêt. C'est Mollien, M-O-2-L-I-E, Mollien, qui a été très longtemps trésorier de l'empereur. Il a publié des mémoires, et je ne sais pas pourquoi aussi, je sais très bien pourquoi. Ceux qui sont si favorables à Napoléon parlent le moins possible des mémoires de Mollien. Parce que Mollien était un brave homme, un esprit libre, extrêmement conservateur, très réactionnaire, qui n'aimait en Bonaparte qu'une réapparition de la monarchie, mais qui ne concevait pas la gestion des finances de l'État comme les concevait Bonaparte. Alors dans les mémoires de Mollien, auxquels je me référerai assez souvent, vous voyez la stupeur, mais l'ahurissement de cet homme devant ce que fait Bonaparte à l'égard de cet établissement privé. Au sujet des receveurs, vous savez, les cautionnements des receveurs qui sont remis entre les mains de la Banque de France, Mollien écrit, c'était sans doute la première fois qu'il arrivait à un gouvernement de donner de l'argent à une banque d'escompte pour exploiter un privilège lucratif, au lieu d'en demander à ses actionnaires pour prix de ce privilège. Mais ce n'est rien en comparaison de ce qui va se produire lorsque Mollien va apprendre que Bonaparte a décidé qu'il y aurait un papier-monnaie exclusif pour la Banque de France avec caution de l'État, avec punition de mort par l'État. Je lis, dans le souci de noter aux banques aucune source de profit, le premier consul va jusqu'à autoriser, au bénéfice de la Banque dite de France, le partage d'une des premières prérogatives du gouvernement, celle de fabriquer une monnaie. Et en outre, la monnaie métallique que fabrique l'État lui coûte à lui État au moins le prix de l'or et de l'argent. Tandis que le privilège inouï accordé à l'établissement Pergaud, Mallet et compagnie consiste en ce que cette banque, pure association d'intérêts privés, aura le droit de fabriquer une monnaie qui ne lui coûte rien. C'est ce même Mollien, page 362 du tome 1 de ses mémoires, qui a une formule que je vais vous dire. Entre Napoléon et les gens de finance, la partie n'est pas égale. Le caïd est respectueux à l'égard de l'argent. Le caïd rampe, et il rampera toujours. Et je vais me permettre de vous apporter maintenant une citation peut-être un peu surprenante, une citation contemporaine. La citation d'un très grand écrivain français à propos d'un autre général, bien différent de Bonaparte, lui aussi très puissant, mais puissant jusqu'à telle limite que ce grand écrivain, si dévoué qu'il soit au dit général, a eu le mérite de marquer. Je terminerai sur cette citation que je vais lire lentement parce que je trouve qu'elle est d'un extrême intérêt, apportant un de ces éclairages qui ne viennent pas toujours du passé sur le présent, mais quelquefois du présent sur le passé. Bloc-notes de François Mauriac, 23 septembre 1966. Ce que le général n'a pas fait, et ce qu'il ne dépendait pas de lui de faire, c'est d'obliger à lâcher prise ses mains, ces quelques mains, oui, ce petit nombre de mains, qui tiennent les commandes secrètes de l'État, qui assurent les immenses profits de quelques-uns et qui font de chacun de nous les têtes d'un troupeau exploitable, exploité.